Les Instigateurs, podcast numéro 66. Aujourd'hui, on vous fait un épisode Mythbuster. Tu as besoin d'argent pour te lancer. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Number 66. Mario Lemieux. Évidemment, t'es allé chercher ton soundboard que t'essayes depuis le jour 1 de pousser, je pense. J'adore une soundboard, mais je suis limité dans les soundboards, dans les sons que je peux avoir avec notre système. J'aimerais avoir, tu sais, comme une grosse Christie de soundboard là, où je pourrais vraiment comme... Tu sais, un gros keyboard avec plein de soundboards, là, comme Guy Lepage, tout le monde en parle. T'as pas besoin de ça, t'en ferais... T'en es sûrement conscient que d'habitude, on a déjà jasé, t'es du type addictif, là, fait que too much of a good thing, là. Oh my God! Je serais comme le Normand Lamour de la soundboard. Non, c'est ça, c'est exactement pour ça qu'on n'en a pas. J'enregistrerais des cassettes de soundboard, puis je les vendrais sur le bord du chemin. What's up, buddy? Ça va bien, man. Ça va vite en calvaire comme début d'année. Mais non, ça va bien. Là. Je te dirais que autant que je n'avais jasé pendant l'automne, là, que j'étais off focus. Là. Focus. Focus. Là, je me suis mis dans une position de genre, j'ai pas le choix de me sortir la tête du cul parce que sinon, ça balance pas. Je suis beaucoup au quart de tour avec... Même si j'ai réduit mes heures du côté didacte, ben évidemment, je me suis overloadé de l'autre bord. Fait que je suis de retour dans un bon vieux mode survie qui fait que c'est à ce moment-là que je performe le mieux. Là. Fait que, ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu thrives, toi, dans le survival mode. Là. Fait que présentement, je te dirais que jusqu'à juin, déjà, j'ai l'impression que je suis capable de dire que je suis en mode survie. On verra, je vais te bien. Ultimement, je pense que je devrais déjà me booker une semaine off clean en juin, parce que sinon, fort probablement que je vais déjà y mettre un nom de client dessus si je le fais pas tout de suite. Là. Mais non, à date, so far so good. On vient de commencer le stretch. Janvier a été incroyable. Fait que, non, man, pour vrai, je suis dans une bonne place. Là. How you doing de ton bord? Ben, ça va bien aussi, man. C'est la même chose, ça va vite. Je suis, comment je pourrais dire ça? Tu sais, l'année passée, je m'étais donné comme je te dirais, une période où je dis, tu sais, je vais pas une transition, là, mais je voulais que les choses soient un petit peu plus smooth, là. Puis finalement, tu sais, ben non, je suis tout le temps comme, il y a tout le temps de quoi qui va bien ou qui a du momentum, puis on poursuit le momentum. Donc, ça va bien. Puis en ce moment, il y a le côté que j'avais pas nécessairement anticipé aussi, c'est que la business à Karen va très, très bien. Donc, je l'aide beaucoup de ce bord-là. Fait que ça m'ajoute un petit peu, comment je peux dire ça? Ça m'ajoute du travail sur la plate, mais c'est du bon travail parce que c'est du travail de growth, c'est du travail de process building. Il y a beaucoup de choses qui sont le fun, mais c'est backé par aussi un niveau de vente qui est super intéressant. Fait que écoute, ça va bien. J'avoue là, comme outre la pandémie là, la pandémie it is what it is là. J'ai aimé mon année 2020. Et là, je pense que je vais aimer mon année 2021 aussi. Il n'y a pas de... Ça me fait rire, tu sais. On aurait dit qu'on se sent mal de dire qu'on a aimé notre année malgré tout. Il y a no shame. Là. Non, je le sais, mais tu sais, comme dans le fond... Oui, il y en a qui nous rough, mais gars, c'est pas parce que nous autres, on apprécie 2020 qu'on n'a pas d'empathie pour eux. Là. Non, je le sais. Je veux pas que ça sente, tu sais, comme, pas, tu sais, hey, moi, ça va bien, mais je care pas. Non, est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs pour qui c'est de la merde? Puis, tu sais, on l'a dit déjà, là, c'est une opportunité pour quasiment toutes les entreprises de faire un constat lucide de ce qui se passe et puis d'améliorer leurs affaires, tu sais. C'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui doivent prendre des décisions. Il y en a qui vont devoir il y en a qui vont devoir fermer puis se réinventer. Il y en a qui vont devoir pivoter.
Puis il y en a qui vont avoir besoin de détruire et puis de rebuilder. Donc, c'est une bonne opportunité, je pense, pour beaucoup de monde. Mais après, ça soque quand il y a des collatéraux qui viennent avec ça. Mais bon, ça fait partie. Si ça faisait pas partie de l'entrepreneuriat, ben ce serait pas de l'entrepreneuriat, malheureusement. Ben exactement, c'est ça. Si tu n'acceptais pas ces risques-là, ben too bad. T'avais juste à pas faire le saut en premier lieu. Puis ce qui est le fun, c'est que ça fait quand même un bon segue pour le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'en effet, j'imagine qu'il y a des personnes à qui on parle aujourd'hui qui sont en position plus tannante ou qui ont dû fermer dans les derniers mois. C'est pas parce que vous avez fermé une business que tout est fini. C'est une finalité. C'est le temps de bounce back. C'est le temps de prévoir le futur. Puis c'est pas parce que tu as une business dans le passé qui a fermé, qui a mal été, que tu ne peux pas être un entrepreneur. Lever une business, est-ce que ça prend de l'argent ou non, Dave? Pas nécessairement. Ça peut, ça dépend. C'est très contextuel et ça dépend du type d'entreprise que tu as. Moi, je suis de l'école du bootstrap. Donc, j'adore créer de la valeur out of thin air, réinvestir cette valeur-là ou cette nouvelle richesse créée là vers une croissance d'entreprise. Ça a toujours été mon modèle. C'est un modèle qui a toujours bien fonctionné. Puis c'est un modèle qui est aussi low risk pour lancer une entreprise. Tout ce que tu risques, dans le fond, c'est ton temps et ton énergie, mais très peu de, comment je peux dire ça, d'impact financier. Donc, moi, je te dirais, oui puis non, tout dépend du contexte, mais je préfère être de l'école qui va te dire non, t'en as pas besoin. Évidemment que si ton objectif, c'est de t'ouvrir un garage ou ben une shop de soudure de stainless, oui, ça prend de l'équipement. Ben oui. C'est ça, on peut pas l'éviter, c'est sûr et certain. Par contre, de mettre ce statement-là universel, c'est là que je pense malheureusement qu'il y a des beaux projets qui ne viennent jamais à terme ou qui ne voient pas même les premiers balbutiements parce qu'on se met une pression d'avoir des sous avant de lancer une business. Tu as parlé de bootstrap, je vais parler souvent beaucoup de MVP, donc tu sais, de faire l'état de la situation. Lancer une business, ça peut être fait de mille et une façons, mais d'établir pour ton projet quels sont les requis minimaux pour que ce soit viable. Très souvent, il y a des business qui vont penser que oui, ils ont besoin de gros coussins financiers pour démarrer parce qu'ils budgètent tout de suite selon la vision finale, selon l'entreprise à son plein potentiel, puis qu'on veut, dès le départ, pouvoir être capable de placer des pions. Moi, ça, je trouve que c'est risqué à plusieurs niveaux et ça fait que justement le projet tarde à débuter parce que pendant trop longtemps, tu es dans une position de financement puis d'essayer de te faire un coussin que de façon très transparente, je trouve que ce coussin-là est évalué sur du spéculatif, sur de l'anticipation, alors que si tu fais un plan de création d'entreprise qui est beaucoup plus basé justement sur la notion MVP, quel est le minimum viable, parfait. Oui, mon ambition de ma business ne change pas. C'est le plan d'action qui change, qui fait que je vais être plus amené à travailler en sprint, plus lever ma business comme étant une succession de petits projets qu'à être un projet en soi. Exact. Donc, ça fait que les budgets nécessaires qu'il y a d'associés sont beaucoup plus petits. C'est plus tangible. Ça te permet aussi de, si nécessaire, faire un pivot de façon plus flexible. Et il y a différentes façons maintenant de financer ta business. Donc, est-ce que tu as besoin d'argent au jour 1 ou est-ce que tu as besoin d'argent au jour 100? Est-ce que de faire du préfinancement ou de la vente anticipée peut être des structures? Donc, tu sais, pour prendre action, tu n'as pas l'obligation d'avoir de l'argent. Il y a même pour des grosses business de garage ou peu importe, là, tu sais, des fois, le garage, c'est une business de service, donc ça, à la limite, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur exemple, mais ça peut être applicable pareil. Donc, de dire, pour que ma business soit viable, c'est un investissement de X. Comment est-ce que je peux aller me chercher des garanties? Donc, avant de prendre action, au jour que je prends l'action, je n'ai pas l'argent. Mais je garantis que la journée que je dois faire mes premières dépenses, parce que, tu sais, mettons, de façon très simple comptable, là, tes dépenses encourues, très souvent, tu peux les mettre payables net 30 jours. Donc, tu peux débuter tant que tu es sûr d'avoir reçu et d'avoir l'argent pour tes premiers paiements, admettons. Donc, il y a du travail, puis il y a des stratégies financières qui peuvent être faites à ce niveau-là pour justement concrétiser vos projets, vos idées à plus faible risque
autant financier qu'opérationnel. Exact. Non, et puis souvent, tu sais, tu vas avoir des personnes qui vont se overcompliquer peut-être leur structure ou leur entreprise justement parce que ils vont vouloir pas. Parce que tu sais, comme quand tu vas chercher du financement, ben qu'est-ce que tu fais? Tu dois monter un plan d'affaires, puis tu dois, tu sais, t'as différentes choses qu'il faut faire qui sont peut-être pas nécessairement nécessaires dès le départ. Tu sais, ça veut pas dire que c'est pas valide pour toutes les entreprises, que on parle de, faut aller par son contexte. Mais en règle générale, souvent, beaucoup de petites entreprises ou des solopreneurs peuvent justement commencer sans avoir un Christy de gros plan d'affaires puis d'aller chercher tel financement parce que j'ai été voir mon conseiller telle affaire puis il m'a dit que je pouvais appliquer pour cible. You don't have to, tu sais. Puis c'est une école de pensée. Moi je suis ici comme on est en train de développer un projet communautaire puis sur ma board, j'ai des personnes qui sont plus du côté industriel, plus du côté old school, corpo, puis tout ça. Puis pour eux autres, c'est comme, non, il faut un plan d'affaires, puis il faut aller chercher le financement là. Je suis comme, puis moi, je suis comme bootstrap, j'étais un petit peu, je suis pas un mais je suis dans je suis dans l'extrême bootstrap, là. Tu sais, j'adore le bootstrap, puis je suis comme, je vais pas dépenser de l'argent si j'ai pas besoin d'en dépenser, puis je préfère commencer avec quelque chose from the ground, et puis d'avoir, plutôt que d'aller lever une Christie de grosse affaire, alors qu'on n'en a pas besoin, tu sais. Fait qu'il y a comme une réticence au bootstrap, mais je pense que c'est une réticence qui vient du côté qu'ils n'ont jamais opéré de même, tu sais. Mm-hmm. Donc, pour eux autres, c'est comme, non, je suis comme, non, moi, je suis plus un pro bootstrap, tu sais. Puis c'est le type de culture aussi que je veux inculquer dans ma communauté. Mais, fait que des fois, tu sais, comme, on bumhead un petit peu, mais c'est parce que justement, ils l'ont pas nécessairement eu, ils viennent d'une autre génération, peut-être pas une génération, mais d'un autre milieu, d'un autre contexte. Oui, c'est une autre philosophie. Puis, mettons, pour faire un petit callback sur un épisode qui est sorti récemment sur faire attention aux conseils, là. Ça, c'est une des places où justement, je vais voir une problématique un petit peu pour les business qui veulent se lancer. C'est qu'il y a souvent un disconnect entre on se mentira pas, un entrepreneur qui n'a jamais eu de business va avoir besoin de mentors, va avoir besoin de conseils, de références de personnes qui œuvrent dans le secteur depuis longtemps. Puis, malheureusement, vont se baser sur la mesure du succès de la personne sans nécessairement tout le temps la contextualiser. Donc, tu peux te ramasser dans une optique où j'ai un projet qui est plus techno, admettons, je vais aller demander des conseils à une personne, mais qui est tellement loin de ma réalité. La personne est capable de bien lever une business et de bien la gérer, oui, mais si elle ne comprend pas les tenants aboutissants, elle-même, par ses biais personnels, va avoir un espèce de disconnect entre la gestion du risque réel et celle que elle vit au quotidien, je vais dire comme ça, là. Donc, en effet, c'est pas rare que je vais voir de la mentalité old school être transférée à des nouveaux entrepreneurs. Puis ça, je le vois malheureusement dans des programmes qui sont mis de l'avant, je vais dire comme ça, au Québec et qui sont trop facilement disponibles. Fait que tu sais, c'est sur des bonnes intentions, là. Puis c'est super louable, là. Parce que tu sais, tu peux pas amener un mindset industriel à un mindset d'entrepreneuriat créatif, genre. Exactement. Ça peut il y a toujours des overlaps, mais c'est très rare que c'est un mindset spécifique. Puis tu veux monter une metal shop, une grosse metal shop, ben oui, ça va te prendre de l'équipement. Puis oui, tu auras besoin d'aller chercher des prêts, etc. Tu sais. Puis c'est correct, là. Encore une fois, c'est une question de contexte. Mais quand tu regardes une entreprise, je dirais, une entreprise créative, je vois pas le besoin d'aller chercher du cash, là. Comme au contraire, prouve ton modèle, tu sais, parce que justement, ça va te, tu sais, toi, t'es un parfait exemple, tu sais, tu carbures quand t'as le back against the wall survival mode, là, ben, regarde, c'est la parfaite façon de le faire. Au lieu d'aller chercher un 40 000 $ de prêt pour starter ta business alors que c'est une business créative puis tu vas te payer alors que t'as rien créé encore, crée, fais-toi payer, réinvestis, tu sais, puis grossis ta business de cette façon-là. Tu vas avoir une croissance qui va peut-être, tu sais, qui va être organique, mais qui va être solide. Tu auras une base qui va être vraiment, vraiment plus solide. Puis j'en reviens, mettons, tu sais, comme même dans les premières business là, que j'ai eu, mettons, tu sais, Quantum. Là, Quantum était une business qui faisait de la production vidéo. Donc, ça demandait des investissements. Tu sais, je veux dire, c'était pas un gros investissement. J'ai investi, mettons, 20 000 $. Ouais. Mais j'ai-tu attendu d'avoir le 20 000 $ pour prendre action? Absolument pas. Tu sais, dans l'optique où ce que tu dis, OK, mon investissement initial représente tant. Comment est-ce que je pense, du moment que, mettons, mon produit, mon approche est validée.
Puis tu n'as pas besoin de la commercialiser pour la valider. Tu as besoin d'un groupe testeur, tu as besoin de l'exposer à des clients potentiels qui ont l'honnêteté de donner du bon feedback. Mais tu es capable de dire, OK, parfait. Cette proposition de service répond à un besoin qui, normalement, devrait me générer minimalement ça sur une période X. Fait que tu es capable de dire, mon 20 000 bon, mais je suis prêt à prendre le risque, même si je n'ai pas d'argent, là. Je vais lancer ma business parce que je sais que je vais l'étaler, mettons, sur 3 ans de paiement, puis que je vais générer plus par mois, par mon idée, que ce que ça me crée de dépenses pour l'opérer. Mm-hmm. Tu es capable de te projeter. Mais pour faire ça, justement, il faut que tu prennes action en premier, puis tu fasses un MVP, un petit pilote, un rough, que tout ce que ça va te coûter, c'est du temps. OK. Peux-tu parler du MVP? Parce que j'en parle aussi régulièrement comme dans mes cercles. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas le concept du Minimum Viable Product. Fait que, peux-tu expliquer un petit peu le concept du MVP? Absolument. Donc, un MVP, c'est de dire une entreprise peut faire beaucoup de choses. À son plus simple et minimaliste. Quel est le besoin essentiel qu'elle répond et de quelle façon? Donc, par exemple, si je prends Didac comme un cas d'étude, Didac, c'est une plateforme de formation en ligne. Plateforme de formation en ligne, c'est quoi? C'est un amalgame de différentes fonctionnalités qui répondent à des petits problèmes. Donc, oui, on aurait pu dire que pour lancer l'entreprise, on a besoin de ces 40 fonctionnalités-là. La réalité, c'est qu'à son plus simple, Didac, au jour 1, visait à faciliter la création, gestion et inscription de formation en ligne. Donc, de là, ma liste de fonctions qui sont d'intérêt n'est pas la même affaire que ma liste de fonctions qui est essentielle. Donc, de dire comment est-ce que, par mon modèle d'affaires, je peux commercialiser ce produit avec seulement 10% du big picture. C'est sûr que ta structure de prix, ton positionnement, ton approche de commercialisation ne sera pas la même chose que si tu le faisais full scale. Mais au moins, comme ça, c'est que tu pars avec quelque chose de plus modeste, mais honnête. Puis il y a plusieurs business que vous utilisez présentement, ou des services web, par exemple, qui font juste une chose, mais ils font super bien. Donc, tant que tu réponds à un besoin mieux que les autres, tout le reste, c'est un extra sauce. Il ne faut pas le percevoir comme étant un essentiel, mais comme étant une couche supplémentaire, que c'est de la valeur ajoutée. Puis des fois, même, c'est là qu'on va faire l'erreur de perdre la clarté de notre positionnement parce qu'on greffe trop d'affaires à ce qui est vraiment essentiel. Ben, tu regardes le travail qu'on fait dans notre mentorat avec il y a énormément d'agences dans notre programme, dans notre mentorat, et c'est toujours la même problématique. C'est l'étalage au complet de beaucoup trop de choses, alors que l'offre doit être simplifiée. J'utilise toujours l'histoire ou l'analogie du les Restaurant Rescue, là, je sais pas comment ça s'appelle ces shows-là, mais le resto est tout croche, puis le gars arrive dans ce resto-là, puis t'as une carte, un menu qui est absolument énorme, puis finalement, ce consultant-là qui unfuck ce resto-là va te donner comme une petite carte avec 5 recettes, là, genre qui vont devenir tes staples. Ben, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça qui doit être le focus, je te dirais. Et la tendance, parce que veux pas, on rentre dans puis quand t'es dans le milieu du créatif, ou même pour vous autres qui est dans le milieu du SaaS, ben, considérez-vous comme un SaaS, vous autres? Oh oui, absolument. Ouais, donc dans le fond, comme vous êtes dans le SaaS, vous êtes mieux d'être très spécifique sur ce que vous offrez plutôt que d'aller dans le super large. Parce que maintenant, la tendance, elle est vraiment au très, très, très pointu et au très, très, très spécifique. OK? Donc, pour beaucoup de personnes, c'est votre MVP devient votre produit. Là, donc, je pense que c'est important de regarder ces choses-là. C'est pas nécessairement la quantité, c'est la qualité. Et puis, c'est ensuite comment vous allez le raffiner, comment vous voulez l'amener en marché. Là, le nombre d'entreprises dans lesquelles on doit intervenir pour trimer le gras, qu'on n'arrête pas de dire, là. Ouais. Le problème, c'est que souvent, les business vont être lancés avec, bon, on va, pour commencer, on va avoir 4-5 produits, puis on va voir lequel qui répond le mieux. Le problème, c'est que tu entretiens ça pendant longtemps. Ça devient difficile de laisser aller la clientèle après ça quand tu laisses aller des produits. Puis on passe d'une business qui était trop grosse à la base, puis il faut la mettre sur la diète pour trimer le gras, alors que ça aurait été beaucoup plus facile de dire, bon, mais on part avec on l'essaye, ça marche pas, on va pivoter, on va juste le remplacer au complet s'il faut, puis bâtir pour que tu aies un momentum à chaque fois que tu rentres un produit, plutôt que couper un momentum parce que tu en as trop.
Ouais, puis souvent, il faut regarder aussi au niveau de la profitabilité de ces produits-là. Tu regardes sur des agences qui offrent beaucoup trop de services, 5, 6, 7, puis ils font vraiment de l'argent sur deux. Mhm. Pourquoi vous gardez l'autre? Ben ouais, mais je veux pas perdre mon client, whatever. Mais qu'est-ce que ça te donne absolument rien en tant que, tu sais, t'as aucune, ça te bâtit rien, là. Ça te bâtit pas nécessairement, tu sais, ça te donne pas nécessairement une super valeur perçue parce que t'es pas le best là-dedans. Puis aussi, ça te génère aucun revenu supplémentaire net qui vont justement ramener ta business, qui vont monter encore ta business. Tu sais. Alors que ça te génère des dépenses parce que tes produits, il faut que tu les gères pareil, il faut que tu les entretiennes, il faut que tu les maintiennes. Donc, tu te mets dans une position où justement, tu dompes de l'argent inconsciemment parce que dans notre tête, c'est comme, ça m'a rien coûté, c'est juste pris du temps. La réalité, c'est que du temps, c'est de l'argent en business. Le temps que tu as mis à entretenir des produits qui s'étalent trop, tu ne l'as pas mis sur tes 2 flagships, tes 2 produits forts pour maximiser le potentiel de ces produits-là. Puis aussi le fait, je pense qu'il y a des personnes qui engagent peut-être trop vite. Donc, ils vont aller chercher du financement, engager une personne parce que, tu sais, ça me prend d'engager ça, puis ça, puis ça. Non. C'est arrêtez votre entreprise ne sera pas jugée par le nombre d'employés qu'elle a. Tu sais, on s'en contrefout. On est dans et de plus en plus, on est dans une gig economy. Une gig economy, c'est maintenant où il y a beaucoup plus de pigistes, de sous-contractants qui sont disponibles justement pour ce type de travail-là, où tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir quelqu'un sur le payroll pour faire telle ou telle chose. OK? Puis éventuellement, tu arrives, puis oh shoot, j'ai moins de travail, mais il faut que je trouve du travail à cette personne-là parce que je la paye sur mon payroll plein temps, tu sais. Mm-hmm. Et puis, on le voit souvent, des entreprises qui sont très peu profitables parce que justement, ils donnent de l'argent là. Alors, puis, comment je pourrais dire ça? Il y a tout le côté émotionnel qui vient avec ça. Tu dis, ben oui, ben tu sais, je provide pour cette personne-là, je provide un salaire. Au bout d'un moment, votre entreprise, c'est une personne. Votre entreprise n'est pas nécessairement vous. Votre entreprise est une entité. Et puis, vous faites ce qui est le mieux pour cette entité-là, okay? Pour cette personne-là, techniquement, et non pas pour le travailleur. C'est certain que quand tu as une entreprise où il y a besoin d'avoir des employés, plusieurs employés, il y a une question de culture qui est super importante à ce point de vue-là. Mais n'entretenez pas ou n'ayez pas, si tu veux, votre sentiment que vous devez absolument comme gérer ou être responsable de faire vivre certaines personnes. Tu sais, je veux dire, le monde étant... Il faut toujours que ta business travaille pour toi. La journée que tu commences, tu travailles pour ta business, c'est parce que justement, tu as fait des mauvais calls, puis là, ben, tu prends sur tes épaules le fardeau des salaires de tes employés. Tout. C'est important, puis c'est louable. Mais maintenant, si ta business est juste là pour justifier le salaire de tes employés, alors que ça devrait être faux. Le salaire de tes employés justifie l'existence de la business, puis la croissance, ben, on fait les choses à l'envers. Ben parce que tu ne crées plus de valeur pour tes clients. Tu crées une moins bonne valeur pour tes clients. Le focus n'est plus là. Le focus, il est sur la survie de payer des employés. La business est gérée dans le présent plutôt que dans le futur pour qui elle peut impacter parce qu'elle n'est plus drivée pour impacter le client, elle est là pour préserver les acquis de tes employés. Puis ça, on le voit dans beaucoup d'agences qui ont scalé trop vite, là, qu'ultimement, le client... Pourquoi est-ce que, quand vous faites des demandes de soumission, vous avez des écarts de 20-30% de factures sur un même projet? Parce qu'il y a une agence qui a trop de monde sur son payroll, puis il faut qu'elle justifie, il faut qu'elle soit capable de les payer. Ouais. Mais c'est justement là qu'est le point. Puis honnêtement, tu le vois là maintenant, là, les grosses... Si tu regardes même au niveau du marketing, les grosses agences marketing ont beaucoup moins la cote. Elles ont encore la cote dans le corpo parce qu'il y a encore l'espèce de snobisme qui vient avec ça. Là, mais honnêtement, ça vaut rien. Comme je préfère aller dealer avec une petite compagnie, une petite agence qui est très spécialisée dans ce que je veux faire, puis they know their shit, puis ils sont rejoignables. Là, il y avait un livre de Patrick Lencioni qui s'appelait Getting Naked, qui était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Patrick Lencioni il fait des business novels. Il a écrit de Go Giver, par exemple, aussi qui est super bon, mais ça parlait justement de l'edge d'une petite agence versus une grosse agence, du côté humain, du côté accessibilité. Puis je pense que si j'étais une agence marketing, je bêterais là-dessus. Tu comprends-tu? Pour ma croissance. Je bêterais sur l'accessibilité, je bêterais sur la niche, je bêterais sur un service, si tu veux, très, très pointilleux, très haut de gamme dans un domaine spécifique.
avec un élément d'accessibilité qui est assez grand. Puis pour lever une petite agence comme ça, ben c'est ça, tu n'as pas besoin de... Surtout si tu vends de l'expertise. Là, l'expertise, t'as pas... ton coût de départ est futile. Là. C'est le coût de départ. Bureau, un ordi, puis un petit front vitrine pour un site web qui, à la limite, peut être... je veux dire, j'ai roulé pendant 4 ans avec de quoi que j'ai fait maison qui m'a coûté 300$ puis 3 heures dans mon temps. Là. Ouais. Fait qu'il y a pas... Ben, il y a cette perception-là aussi de l'agence marketing qui doit être un gros bureau avec un open space puis une table de ping-pong. Tu sais, comme fuck, on care pas, là, honnêtement. Comme personne care. Là. On est dans une gig economy maintenant qui n'a plus de frontières. Et c'est vraiment de un, le résultat que vous allez donner pour vos clients, puis de deux, la perception de valeur qui est, tu sais, la perception de valeur doit être backée par une expertise, bien entendu, mais d'avoir cette image de marque-là qui est intéressante. Et puis, t'as pas besoin d'avoir des gros fucking budgets pour ça. T'sais, c'est ta responsabilité d'entretenir cette image de marque-là et non pas, ce n'est pas tributaire du nombre de bureaux que tu as dans ton office space. Là. Exact, parce que beaucoup de dépenses en lancement d'entreprise sont non justifiées. Je vais dire comme ça. Là. Mm-hmm. La quantité de business que je vois en start-up une année, puis que l'année d'après n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés trop agressifs sur la publicité payante, sur le gros positionnement, alors qu'ils n'ont jamais validé le produit, qu'ils n'ont pas bien utilisé le premier niveau de leur réseau de contacts. Théoriquement, pour une business dans le service, si tu fais de la publicité payante, avant de t'être assuré que tout ton premier réseau, et même deuxième réseau, sache qu'est-ce que tu fais maintenant, tu sautes des étapes. Théoriquement, tu es supposé capable de te rentrer des revenus de façon organique dès le départ si tu réponds à un vrai besoin. À partir de là, à partir de ce coussin-là que tu as monté organique, là, tu passeras dans le payant pour croître. Mm-hmm. Mais minimum que ce soit, puis je veux dire, je veux pas qu'on prenne tout le temps l'exemple d'une agence marketing parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, que ce soit un consultant, que ce soit un restaurant, que peu importe, à moins que vous voulez aller vraiment comme votre vision, c'est de développer une moyenne à grande entreprise, ce qui est d'habitude pas l'audience. On en a qui nous écoutent là-dedans, mais si je regarde, mettons, plus au niveau des entrepreneurs qui écoutent notre podcast, c'est très solopreneur, c'est très moins de 10 employés. Donc, tu sais, très business de proximité. Pas le classique, ce qu'on veut dire parce que d'habitude, business de proximité, c'est géographique. Ben, on parle pas nécessairement on parle pas le langage corpo beaucoup. Exact. Donc, de là, de dire, bon, ben, moi, mon besoin, pas mon besoin, mais mon entreprise, le besoin qu'elle comble, théoriquement, si tu l'as levé, c'est parce que c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est parce que tu as possiblement, je te souhaite que tu as du monde dans ton entourage qui ont les mêmes intérêts. Donc, soit que tu es capable de convertir du monde de ton premier niveau comme étant des clients ou comme étant des ambassadeurs qui vont organiquement te générer de la business. Puis après ça, tu sautes des étapes. Mais moi, des business qui disent, gars, oui, je lance ma business, je suis allé me chercher un prêt, je vais mettre, j'ai déjà budgété, là, la BDC m'a dit, il faut que je mette entre 5 et 10 000 pour mon site web, puis ça en publicité. Arnaque, t'as pas, là. T'as pas de produit, t'as rien, puis tu vas te faire une belle maison vide, saute pas d'étape. Ton 10-15 000, ton 5-10 000 que tu vas mettre sur ton site, là, on va commencer par te le mettre plutôt en système, histoire que ton premier client qui rentre, là, ben, il soit pas promené de façon tout croche, gauche à droite, et non agréable. On va optimiser ton flow à l'entrée. Puis la journée que tu auras assez de clients pour, là, tu pourras te payer un site à 5 à 10 000. Non, mais ça, c'est de la pure marde, là. Mm-hmm. Comme, honnêtement, là, comme, j'entends encore ces types de prix-là sur des plans d'affaires, des choses comme ça. À moins que vous aviez besoin d'un environnement ultra custom, dépenser là, pour son premier site web, là, plus qu'une centaine de piastres, c'est comme, je ne comprends pas. T'sais, call me cheap, call me frugal, là, mais va te faire un asti de site Wix, fais-toi le MVP de ton website, OK? Puis commence avec ça. Comme, c'est complètement, ça m'enrage d'entendre, de voir des compagnies qui chargent des montants absolument exorbitants pour créer une black box qui a pas lieu d'être. Ça me piss off, man. J'haïs ce type de dépenser de l'argent ou alors que c'est complètement injustifié.
sais. Ça, puis ça, j'ai déjà fait un rant complet, je repartirai pas là-dessus, là. La notion de, OK, je veux me lancer une business, j'ai pas d'argent pour ma business, mais j'ai aucun problème à payer des milliers de dollars en conférences et développement personnel en amont. Je suis comme, ton argent, assure-toi que tu la mets aux bonnes places. Tu peux pas dire que tu n'as pas l'argent pour lancer ta business si tu fais que dépenser à la mauvaise place en amont. Ton argent personnel, quand tu démarres, c'est ton argent de business. C'est plate, mais c'est la réalité. Fait que de là, moi, si tu me dis, j'ai pas d'argent pour me faire un site web, mais Chris, que je te vois tout le temps dans les mêmes cercles de networking, puis les mêmes affaires de conférences, puis tout, je suis comme, non, t'as l'argent, là. T'as juste un hostie de mauvaise gestion de ton argent, là. Exactement. Fait que de là, lever une business, là, mettons, standard, mettons, quand on va faire co-type des personnes qui nous écoutent, d'habitude, c'est du consultant indépendant ou freelance, moins de 3 employés pour la majorité qui nous écrivent, du moins. Je sais qu'il y en a d'autres. Donc, Carl, on a beaucoup de monde RH aussi, là, mais ça va peut-être un petit peu moins vous toucher, à moins qu'éventuellement vous voulez faire le saut vers la consultation puis à votre compte. Mais tu sais, je vais être généreux, mettez-vous un budget de 2000$ maximum pour votre site web si vous avez une business qui est complexe, avec plusieurs produits et services, ce qui n'est pas nécessairement recommandé. Prévoyez-vous un budget de, mettons, 600-700$ en système par année. Puis c'est là l'erreur qu'on a. Tu nous as fait mention très souvent. On veut engager trop vite. Je suis comme, engager, honnêtement, là, avant d'engager quelqu'un, là, il y a bien des affaires qui peuvent être automatisées. Puis comme moi, dans ma tête, engager, c'est le dernier recours. J'ai-tu optimisé ma structure? Oui, parfait. Mon employé va opérer cette structure-là après. Ça ne me sert à rien de payer quelqu'un 40-50 000 si la moitié de son temps, c'est essayer de fuckailler avec des systèmes non efficaces. On a peur. C'est comme, on aurait dit que c'est encore trop abstrait et comme ça déstabilise des gens. Ça vaut la peine de payer. Pour vrai, genre, c'est sûr que notre contexte c'est un petit peu différent, mais ça doit me coûter 20-25 000$ par année de système de notre bord. Là. Mais en même temps, on le sait que c'est sûrement le meilleur investissement qu'on fait. Là. Parce que la business, chaque tâche est faite de façon plus efficace, donc ultimement, à la fin, coûte moins cher. Mon 20 000 qui me coûte annuellement, un coût divisé sur le nombre de tâches accomplies, c'est des scènes. Là. Alors que si c'est une personne qui devait le faire manuel, ce serait des piastres. Fait que déjà là, t'as une rentabilité directe. Là. Fait que de dire, tu mets 600$ pour aller chercher un QuickBook Online, une affaire de time tracking, Timeular, que je pousse beaucoup, dernièrement, qui, moi, est un game changer pour le time tracking. Répète ça, Matt. Comment? Qu'est-ce qu'est le nom, tu as dit? Timeular. Timeular? Oui, Timeular, c'est un petit gadget, essentiellement, tu sais. Pour ceux qui commencent, intéressez-vous à la méthode EFIC pour faire une bonne planification de ce qui s'en vient. Mais pour le vrai time tracking, Timeular, puis au pire, je le mettrai dans la définition, dans la description des show notes. Mais ça te permet de arrêter de perdre les minutes que tu dis « Ah, je ne le loguerai pas, c'est juste 2 minutes » ou le temps qui devrait être facturable que tu ne factures pas. Ça t'expose au vrai temps passé sur chacune des tâches. C'est une espèce de D8 faces que tu peux programmer. Puis de là, ça simplifie. Du time tracking, c'est plate. C'est de la merde. Fait qu'au moins, il faut faciliter le struggle de aller dans une application. Le gars-là, c'est juste un D, 8 faces qui traîne sur ton bureau, tu le flippes, merci, bonsoir, c'est réglé. Tu peux plus perdre de minutes. C'est ça. OK, tu track, puis il y a une application. Okay, exact. Chaque face est associée à une page dans l'app. Fait que tu es capable de savoir là, puis soyez honnête avec vous-même, là, il est supposé avoir ton 1-2 faces que c'est je perds mon temps, je suis allé me faire un café, peu importe. Mais après ça, être capable de mieux traquer votre temps, il va où? Le temps facturable, le temps non facturable. Fait que ça coûte pas cher. Fait que dans un petit coup où tu as une bonne structure, un bon système de gestion de projet, gestion de process, gestion de temps, gestion de finances. Ouais. Mais ça vient dans juste après ça à vomir ton expertise. Ça vient dans un processus d'efficience, tu sais. Fait que numéro 1, MVP, faites sûr que vous avez un revenu capable de générer un revenu avec ça, mais de 2, efficience financière. Comme moi, j'en suis chiant avec ça, comme je sais que là, comme tu sais, quand je te parlais de ma board avec, il y a du monde dans le plus corporate / industriel, tout ça. Il doit me trouver fucking tannant parce que je suis comme, as-tu besoin de ça? Tu sais, je questionne beaucoup les dépenses, mais guess what? C'est comme ça que tu bootstrap. Il faut que tu regardes chaque dépense puis tu te dises, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'overspend là? Est-ce qu'il y a une meilleure façon d'optimiser ce process-là pour le rendre moins cher et aussi bon ou meilleur qu'il était?
sais. Et puis, honnêtement, là, moi, c'est ce qui m'a toujours permis de croître des business comme sur le long terme, c'est ce côté d'efficience financière-là. OK? Pourquoi est-ce qu'on a été capable de monter du stuff from nothing, puis de façon comme récurrente, c'est justement l'efficience financière qui vient derrière. Après que tu as ton MVP, c'est ça, c'est l'efficience financière. Fait que tout ça pour dire que si quelqu'un vous dit que tu as besoin d'argent pour te lancer ou que c'est une crainte que vous vous donnez, newsflash, spoiler alert, you're eating your own shit. Ce n'est pas vrai. Vous avez juste... Soit c'est des fausses peurs, soit c'est simplement, tu sais, c'est de l'inconnu. Puis c'est correct, puis vous pouvez pas... Il n'y a pas de blâme à prendre. Si tu ne connais pas les options, j'allais dire c'est pas ta faute. Faux, ça reste de ta faute parce que c'est facile de s'éduquer maintenant. Mais je peux plus comprendre. Mais à partir de là, normalement, une business, t'es pas supposé avoir de... C'est sûr que tant mieux si t'en as. C'est-à-dire, on dit pas que si t'es pas capable d'en avoir, fais-le pas. Évidemment, on veut toujours être dans une position financière optimale pour entreprendre ce genre de projet-là. Mais ça ne devrait pas être un prérequis absolu. Mm-hmm. Puis encore une fois, il faut regarder son contexte. OK? Son contexte. Et puis, vous n'allez pas nécessairement, comme on a dit, on a utilisé l'exemple d'un solopreneur, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins qu'une personne qui va monter, comme tu as dit, un garage ou peu importe. T'sais. Donc, il y a toute une question de contexte à regarder, mais encore une fois, MVP et efficience financière, dès le départ, puis aussi, vous allez créer des bonnes pratiques de business, honnêtement. Parce qu'il y en a trop qui sont comme « fuck, j'ai plus de cash ». Là, ils vont regarder où est-ce qu'ils peuvent trimer puis commencer à être il y a des mauvais plis qui sont pris, il y a des acquis qui sont durs à enlever après dans les gens qui sont impliqués dans ta business. Donc, c'est vraiment de travailler à l'envers puis de se mettre dans une position où tu vas être à contre-courant pendant un bout juste parce que tu as ouvert les valves trop vite. Exactement. So there you go. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. J'espère que si vous avez des exemples de peut-être que vous avez commencé, vous avez peut-être commencé avec de l'argent ou que vous aviez cette fausse croyance-là et que vous avez fait des erreurs justement en débutant et puis vous mettez peut-être un peu trop de pression financière sur le dos. On aimerait vous écouter. Y a-t-il une petite mission, Matt, cette semaine? Absolument. Honnêtement, on va revenir sur la notion d'efficience. Je vous garantis que chaque personne qui nous écoute présentement qui a une business, il y a un compte de dépenses que vous pouvez réduire de moitié, voire même éliminer présentement, qui est sûrement non justifié, qui est sûrement bien le fun, mais que si mettons, demain matin, j'ouvre votre PNL, votre état des résultats, je suis sûr que je suis capable de mettre le doigt sur « explique-moi comment ça se fait, comment ça se peut que ça te coûte ça par année dans ton contexte d'affaires actuel. » So there you go. D'ouvrir vos rapports de dépenses et de mettre le doigt, identifier, OK, si je devais aller gagner en efficience sur au moins un poste de dépense, lequel c'est et comment. Dans certains cas, c'est des dépenses qui sont non justifiées, donc que vous devez arrêter de faire. Et sinon, il y en a d'autres que c'est, OK, je laisse l'argent sur la table. De façon très facile, si vous payez des assurances collectives ou des assurances qui sont pour votre entreprise et vous n'avez pas renégocié dans les 6 à 8 derniers mois, vous laissez de l'argent sur la table. Si vous n'avez pas essayé de renégocier vos tarifs et vos prix pour Internet, téléphone, vos packages de communication, vous laissez de l'argent sur la table. Il y a plein de petites affaires de même qu'on fait comme c'est insignifiant. Je suis comme non, des fois, un appel de 15 minutes avec la compagnie pour dire ouais, présentement, genre, je trouve que ça me coûte cher, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous allez vous rendre compte que c'est un 15 minutes qui va, dans certains cas, être le plus rentable de votre crise d'année. Mais il faut toujours le regarder après sur le cumulé. Moi, je regarde ça, par exemple, j'ai renégocié mes contrats de téléphone l'année dernière. La différence était de 900 pièces par année au total. Puis on a juste deux télé, un pour moi puis un pour Karine. 900 pièces au total. Mais comme je mets ça sur 10 ans, 900 pièces par année, on a 9000 pièces. Sorry, mais je préfère mettre placer mon 9000 pièces là que de le donner à Bell ou à Rogers ou à TELUS. OK? Donc, pensez à ça. Regardez sur le long terme. C'est pas rien. Le 9000 pièces, c'est pas un petit montant. Là. Donc, tout est relatif. Oui, c'est juste tant par mois. Ouais, mais guess what? Ça compound. Puis c'est pas la seule fucking dépense. T'en as peut-être 10 ou 20 autres demain. Mm-hmm. Je peux vous dire que à la fin de l'année, là, ça fait une différence. Définitivement. Fait que, that's it. There you go.
À vous de voir si vous êtes, à vous de voir si vous voulez être transparent, puis vous voulez nous mettre upfront les découvertes et les mauvaises surprises que vous avez faites, ou les bonnes surprises, ça dépend comment vous le voyez. Il y en a qui vont voir qu'ils ont brûlé beaucoup d'argent depuis longtemps pour rien, alors que la même situation, il y en a qui vont faire « Hey, voici tout l'argent que je vais économiser maintenant. » Je vous laisse décider si votre verre est à moitié vide, à moitié plein ou juste plein de marde. Mais il y a de l'action à prendre, mesdames et messieurs. Absolument. Mais une personne pour qui le verre est toujours plein, c'est Ric Flair! All right, bonne semaine, mon chum. Bonne semaine, tout le monde. Et on se parle la semaine prochaine. Salut. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.